Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la zone libre avec toute l'équipe. Arnaud, que vous avez déjà entendu, Adèle pour ses flashs, Liselotte pour sa première chronique Une raison d'y croire. Bravo. Liselotte. Et Louis Rigaudière est avec nous. Bonjour, cher Corentin. Responsable de la cellule digitale. Je ne sais pas comment il faut vous présenter. C'est pas mal dit, j'aime bien ce titre. Cellule digitale, ça fait agent secret, j'aime beaucoup. Voilà, vous êtes notre agent secret. Et puis nous sommes avec Juliette, comme tous les jeudis. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Je rappelle, vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect et chroniqueuse sur Ligne Droite. Et aujourd'hui, vous vouliez revenir sur le harcèlement à l'école. Le harcèlement à l'école qui fait beaucoup parler dans l'actualité aujourd'hui. Déjà après le drame du jeune Nicolas, mais aussi hier avec cette arrestation musclée d'un jeune homme directement dans sa classe. Oui, je voulais revenir sur cette histoire parce qu'elle nous a beaucoup touchés. J'avais pas encore pu m'exprimer dessus. Donc depuis des mois, le jeune Nicolas était la victime de deux de ses camarades au lycée professionnel de Poissy. Ils avaient pris l'habitude depuis une première violente altercation il y a 1 an, de harceler Nicolas avec tout le type d'agression verbale qu'on connaît. T'es nul, t'es moche, personne ne t'aime, ta mère est une pute, ta sœur aussi, etc. Classique, certes, mais cruel. Et Nicolas, qui était un jeune garçon gentil, intelligent et très sensible aux injustices, souffrait. Il souffrait dans sa chair d'être confronté à la cruauté des enfants de cet âge-là, même si certains, on le sait, manient la cruauté avec bien plus de virtuosité que les autres, par manque d'éducation sûrement, par reproduction des modèles familiaux peut-être, par culture, par manque d'amour ou de tendresse, par souffrance aussi. Mais ce qui a fait passer Nicolas de la souffrance au désespoir, c'est de perdre en lui un ancrage, celui de la confiance qu'il éprouvait pour les adultes et pour la justice. Et c'est là, précisément, qu'on l'a trahi. Lors de cette première altercation dont on parlait tout à l'heure, là, quand tout a commencé en septembre dernier, le professeur principal de Nicolas avait été mis au courant, déjà dès la toute première fois, la toute première agression. Et qu'a répondu cet homme courageux à l'adolescent meurtri ? Que l'altercation avait malheureusement eu lieu juste en dehors de l'établissement et qu'il n'était donc pas concerné. C'est con, à 2 doigts d'en avoir eu quelque chose à faire. La prochaine fois que vous vous faites casser la gueule, s'il vous plaît, veillez bien à rester à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement. On peut imaginer la surprise de Nicolas face à cet homme qu'il devait sûrement respecter en tant qu'adulte, en tant que transmetteur de savoir, de protecteur aussi. Professeur principal, c'est pas rien, on s'occupe de sa classe, on connaît bien ses élèves et ils savent normalement qu'ils peuvent compter sur vous. Fallait-il que Nicolas remplisse un formulaire jaune 2B, qu'il choisisse l'horaire de son agression en fonction des créneaux réservés à l'insulte, entre 9h47 et 11h29, comme à la poste. Ce professeur aurait-il alors eu le temps et les compétences nécessaires pour faire appliquer un minimum de discipline ? Mais on le sait très bien, cette réaction du professeur n'est qu'une grosse lâcheté. Tout le personnel enseignant sait pertinemment que le harcèlement scolaire passe par de nombreux canaux et peut parfaitement se poursuivre à l'extérieur de l'établissement, notamment le soir en rentrant chez soi sur les réseaux sociaux. Premier dysfonctionnement donc et le début d'un long cauchemar pour Nicolas et ses parents, trahis, lâchés, méprisés par toute une chaîne administrative. Des 5 visites de Nicolas chez la CPE, où il exprimait son mal-être et ses souffrances, il n'en découle aucune sanction. Un proviseur de l'établissement complètement passif, mou du genou, qui aurait vraiment préféré qu'on le laisse peinard, il finit par recevoir les parents de Nicolas et leur donne immédiatement l'impression qu'il dérange et qu'il n'avait franchement pas besoin de ça en ce moment. Il leur promet mollement des nouvelles sous 15 jours, histoire de leur faire fermer leur clapet, puis bien sûr, rien. L'état de Nicolas se dégrade rapidement. Ses parents écrivent désespérés à nouveau au proviseur et font part de leur angoisse justifiée. À la fin de leur lettre, ils font même une menace de plainte, et pas n'importe quelle menace de plainte. Je vais les citer. Aussi allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils. Déjà en avril, donc, ses parents sentaient que la douleur était en train d'emporter leur fils. Et je trouve ça terrible de penser que ce drame a eu tout le temps d'être évité. Une copie de cette lettre est adressée au rectorat de Versailles ainsi qu'à Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, et les réponses sont ignobles. Celle du proviseur d'abord, dont je voulais vous lire un passage. Je cite donc: Lors de cet entretien, où sans aucune forme de procès, vous m'avez intimé l'ordre de sanctionner, d'exclure les antagonistes, je vous ai expliqué clairement que l'arbitraire n'avait pas sa place dans ce processus décisionnel et qu'avant toute entreprise, il convenait de bien cerner la situation pour décider du mode opératoire à mettre en œuvre.
C'est là que, vous l'aurez compris, les parents de Nicolas et le lycée ne parlent même plus la même langue. Les parents parlent de détresse, de souffrance, de l'état catastrophique dans lequel se trouve leur fils. Le proviseur, lui, parle d'une situation à laquelle il faut mettre en œuvre des modes opératoires au sein de son propre établissement scolaire où il doit faire sa personnalité, justement, créer son futur soi. On efface donc le visage de Nicolas en abaissant sa souffrance à une simple situation. Le rectorat ne fait pas mieux, il fait pire d'ailleurs, il renverse la table et dans un courrier d'une froideur sans égale, les parents de Nicolas passent de victimes à coupables. On leur reproche leur comportement, leur attitude même. En parlant de leur fils, on désigne un supposé harcèlement, remettant en doute leurs paroles et celles de Nicolas, et on va même jusqu'à les menacer de prendre des mesures contre eux. Le rectorat va même jusqu'à vanter les vertus d'engagement et d'intégrité de tout le corps enseignant qui ne mériterait pas, en effet, d'être ainsi sollicité pour une simple situation. Pas de vaguisme, couardise, mépris. Chacun son petit budget, chacun ses petits quotas. C'est la déshumanisation totale et complète des labyrinthes administratifs français. C'est la lente distance entre ces gens et les gens. C'est l'histoire, en somme, d'un proviseur qui voulait devenir recteur et d'une rectrice qui voulait être ministre. Avec la peur du scandale, de la mauvaise pub, des accusations en discrimination, la peur des syndicats, la peur des associations de parents d'élèves, c'était tellement plus simple de ne rien faire. Sauf que ce jour-là, Nicolas lisait la lettre par-dessus l'épaule de sa mère. N'étant plus rabaissé qu'à une situation, qu'à un problème, qu'à un menteur aussi, il s'effondre. Et le 5 septembre au soir, seul dans sa chambre, Nicolas se pend avec une tête de traversin. Gabriel Attal s'exprime fermement, avec sincérité, m'a-t-il semblé, lorsqu'il dit que nous n'avons pas été à la hauteur. Pas été à la hauteur, c'est le minimum syndical. La question que moi je me pose, c'est qui est responsable ? Les harceleurs, les professeurs, la proviseure, la rectrice, qui ? Un mot justement sur cette rectrice, Charline Avenel, une proche d'Emmanuel Macron et camarade de sa promo à l'ENA. On avait déjà entendu parler de ses prouesses lorsqu'elle avait fermé les yeux et fait l'autruche face à la demande de protection de Samuel Paty, qui lui aussi avait vu la mort arriver. Ça fait beaucoup pour une seule femme, non ? Et que lui arrivera-t-il à cette femme ? Sera-t-elle au moins confrontée devant la justice pour avoir manqué si grossièrement à ses responsabilités ? Ou sera-t-elle simplement mutée à poste équivalent, le temps de se faire oublier et d'étouffer le scandale ? Comme à chaque fois, la grande omerta administrative s'est mise en place et nous n'aurons pas le responsable, car ce qu'il voudrait vous faire croire, c'est que personne n'est responsable. En 2023 et depuis des dizaines d'années, les responsables ont été remplacés par des failles, des erreurs de process, des modes opératoires défectueux dans la chaîne communicationnelle de la décision. Le même manège nous est systématiquement annoncé. Laissez donc la justice faire son travail. Une grosse enquête administrative pleine de modes opératoires a été diligentée. Revenez toquer dans 5 ans et en attendant circuler, il n'y a rien à voir. Mais dans un monde de justice, c'est toute une chaîne de responsables justement qu'il faudrait traîner devant les tribunaux pour comportement ayant été entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Et c'est comme ça qu'on y arrivera en responsabilisant les responsables. Plus besoin de process et de mode opératoire. La discipline a toujours fait partie du programme dans les écoles. Il suffirait simplement de la remettre au goût du jour. Il n'y a que comme ça qu'on évitera d'autres Nicolas, d'autres Lindsay et d'autres Samuel Paty. Adieu Nicolas donc, puisses-tu trouver la paix, puisse ton sacrifice ne pas finir en vain. On peut toujours se permettre d'avoir un peu d'espoir. Merci Juliette pour cette chronique, évidemment, avec ce sujet qui n'est pas facile du harcèlement scolaire. Et je pense que vous l'avez très bien compris, c'est la discipline a toujours fait partie du programme dans les écoles. Et c'est ce manque d'autorité aujourd'hui, des gens qui n'assument plus d'avoir de l'autorité. Et c'est terrible, mais je pense souvent à cette phrase d'Hannah Arendt qui disait « Toute nouvelle génération est une génération de barbares à civiliser ». Et en fait, là, on le sent bien, c'est une autorité à l'école, en fait, qui renonce à son autorité et qui crée des barbares et qui crée ces suicides et ce harcèlement. Oui, enfin, ceci dit, dès qu'on applique l'autorité, comme on l'a vu très récemment, on voit qu'on se prend une pluie de critiques, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui, oui, vous avez raison de revenir là-dessus.
avant-hier, donc, on a un jeune garçon, un jeune élève de 14-15 ans qui s'est fait arrêter directement dans sa classe pour harcèlement, pas n'importe quel type de harcèlement. Le soir, sur les réseaux sociaux, il avait pris à partie un de ses camarades homosexuels qui est dans sa classe et il l'avait très clairement menacé d'égorgement. On va te faire une Hitler, lui avait-il dit. Les gens de ta race, ça me dégoûte. Fais bien attention à toi, etc. On passe là dans un nouveau cap. On est au-dessus du harcèlement scolaire. On est littéralement dans la menace de mort. Ouais. Donc, les policiers sont allés arrêter... en plein cours. Oui, en plein cours. Ce jeune qui pouvait possiblement passer à l'acte, on n'en sait rien. Je veux dire. Et donc, qu'est-ce que trouve la gauche à faire à ce moment-là, lorsque un camarade homosexuel donc se fait menacer de mort et d'égorgement, encore défendre le harceleur et blâmer la police pour une simple arrestation. Je veux dire, c'était une arrestation tout à fait normale, ni musclée. Il n'y a eu aucune violence. Ça peut paraître effectivement original d'aller l'arrêter directement dans sa classe, mais là on parle de menaces d'égorgement. Et la gauche arrive encore, après tout ce qui s'est passé, après Samuel Paty, Lindsay, Nicolas, arrive encore à blâmer les policiers. Oui, et puis c'est remettre en l'idéologie de la gauche, c'est de dire que finalement les vraies victimes, ce sont ceux qui menacent, ce sont parce qu'ils ont été victimes de la société, tout ça. C'est de prendre la défense, en tout cas, des agresseurs constamment, parce que oui, c'est une idéologie, et qui crée des morts. Enfin, en fait, le problème, c'est que c'est une idéologie pacifiste, où on essaye de mettre la paix pour justement pas qu'il y ait de vagues. Et puis les premières victimes, c'est ceux qui n'ont pas été protégés par cette autorité. Sachant qui aurait dû que, s'exercer. évidemment, les suicides, c'est la fin la plus dramatique qui peut se passer. C'est un peu le haut de l'iceberg. Et heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Mais il faut aussi parler des conséquences psychologiques de ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, heureusement, mais qui portent en eux toute leur vie les stigmates du harcèlement et du laisser-faire qu'ils ont vécu dans les cours d'école. Moi, je sais que... Alors, il faut le dire, les élèves, les jeunes à cet âge-ci, c'est un âge sans pitié, comme on dit. Il y a toujours eu du harcèlement. Moi aussi, j'en ai vécu quand j'étais au collège, à moindre mesure. Et il y en a toujours eu. Mais là, avec ces failles justement d'autorité dans tout un système, c'est tout un système de société qui est laxiste en fait, que ce soit la justice, les parents, l'école, fait qu'on a un ensauvagement de la société et que les jeunes élèves ne sont pas épargnés par cet ensauvagement. On voit très bien que les crimes, les délits, les violences, elles se font de plus en plus jeunes. Ça c'est dit et redit, on le voit dans les statistiques. Et donc justement, c'est dans ce nouveau modèle de société qu'il faudrait sévir, que l'école devrait sévir et que les gens en place, là-haut, dans les administrations, devraient connaître l'école, devraient être des gens de terrain qui voient les élèves comme... des élèves justement, des individus et pas des budgets, pas des quotas, pas des numéros, pas des situations. Et que le suivi est aussi après l'école, c'est-à-dire que c'est terrible parce que l'INSEE aussi, on avait reçu Anne Coffinier et Marie-Estelle Dupont. Dont on avait été le premier média à relayer cette affaire. On a été le premier média avec une chronique. Le premier avec une chronique d'Emmanuel Noël. D'Emmanuel Noël, on salue. Parce que toute cette histoire avait été évidemment étouffée. Et donc après, ça avait été repris partout. Et notamment, l'INSEE, c'est pareil. Elle avait été traînée par les cheveux, par ses camarades, devant le collège, sachant qu'il y avait donc des surveillants qui voyaient la scène et qui disaient ça fait un peu c'est pas dans l'école, ça nous regarde pas. Tout est à réformer. Si je peux dire quelque chose, je pense que le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a eu un comportement pour le moment exemplaire. Il faut bien se rappeler que lorsque les parents de l'INSEE étaient sortis de leur rendez-vous avec Pape Ndiaye, ils étaient traumatisés par ce qu'ils avaient entendu, traumatisés par ce que leur avait dit Pape Ndiaye. Et là, la grande différence, c'est que les parents de Nicolas ont eu un rendez-vous avec Gabriel Attal. Ils ont eu aussi beaucoup de soutien de la part de Madame Macron. Il y a même cette photo de Gabriel Attal et de la mère de Nicolas s'enlacer pendant les funérailles. Ils sont sortis. Je veux dire, pas consolés, mais en tout cas rassurés par le comportement et ce que leur avait dit Gabriel Attal. Ils ont ensuite invité Gabriel Attal aux funérailles de leur fils. Il est venu. Et tout ce qui a été dit pour l'instant par Gabriel Attal, la façon dont il a réagi, c'est-à-dire justement en faisant preuve de beaucoup moins de froideur que cette rectrice, en disant que c'était insupportable, que tout avait failli, que c'était un échec
total et complet de la chaîne administrative. Et j'espère que cette sincérité-là, qui est plaisante, donnera suite à des mesures concrètes. Mais il faut tout revoir. Il faut tout revoir au niveau de cette chaîne administrative et de l'école. C'est un chantier, littéralement un chantier. Mais merci Juliette de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est un sujet qui n'est pas facile pour une chronique. Donc merci à vous. Et puis on vous retrouve comme tous les lundis avec Baudouin Wisselman la semaine prochaine. À lundi. À lundi Juliette, merci à vous. Merci.